et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Quand t'évolues en daronie, il y a des nouveaux mots qui te font peur. Sucette, tétine, tutute, totote. Ouais, ça fait super peur. Mais pourquoi on a peur de ça en fait ? Sur les réseaux sociaux, la question pour ou contre la sucette peut animer parfois plus que les grands débats politiques. Oui, on peut lire « Pas de sucette, risque de confusion, Saint-Étienne ». Mais pourquoi cette peur, cette idée reçue ? On vous explique tout. C'est l'heure de la tétée. Alors, il y a un label pour les hôpitaux qui s'appelle le label IHAB, Initiative Hôpital Ami des Bébés. Ce label, il n'est pas donné à tous les hôpitaux, il est donné entre autres aux hôpitaux qui se mettent dans une vraie démarche autour de l'accompagnement de l'allaitement maternel. Et il y a un certain nombre de directives à suivre, et dans ces directives, il y en a une qui est, pour les bébés allaités, réserver l'usage des biberons et des sucettes aux situations particulières, échanger avec les mères à propos des conséquences éventuelles de leur utilisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on dit ça ? Et c'est quoi les conséquences éventuelles de l'utilisation d'une sucette ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mon bébé il va devenir dingo si je lui donne une tétine ? C'est quoi le problème avec cette tétine en fait ? On va rester dans le fil conducteur de ce podcast, en parentalité, de la nuance s'il vous plaît. On pondère tout ce qu'on dit, on fait ce qu'on peut déjà. Et la recommandation Hôpitaux Amis des Bébés a d'ailleurs pris en compte ce besoin de nuance, car en 2021, on pouvait encore lire à la place du texte que Hélène vient de citer, ne donner aux enfants allaités aucune tétine artificielle ou sucette. Donc on peut se dire qu'on s'est un peu détendu du slip en 3 ans. Heureusement. On est passé de jamais à parlez-en, parler des conséquences, et donc on va essayer d'expliquer pourquoi on a peur de cette sucette. Donc, on en a déjà parlé, quand un bébé naît, il a besoin de téter. C'est normal, c'est physiologique, et puis ça garantit sa survie, puisque c'est sa façon de se nourrir. Il y a la succion, donc il a un besoin de téter, un besoin de succion. Il y a la succion qu'on dit nutritive, quand il tète pour avoir du lait, et il y a la succion qu'on dit non nutritive, quand il tète pour se calmer, pour avoir du réconfort, pour apaiser les douleurs également. On peut complètement répondre à ces demandes de succion nutritive et non nutritive avec ses seins. Si on peut le faire, c'est super, puisque ça vous permet d'entretenir votre lactation et de rassurer votre bébé. Mais il y a des bébés qui ont un besoin de succion non nutritive énorme, H24, tout le temps. Et dans ces cas-là, on peut avoir l'envie de proposer cet outil qui existe quand même depuis, en fait on retrouve des traces d'il y a quelques siècles, mais voilà, cet outil alternatif qui est la sucette. Cette sucette, ça permet finalement de faire un relais. Mais pourquoi on en vient à des fois diaboliser cette sucette ? C'est très simple. Parce que en donnant cette sucette, le bébé, il s'apaise, c'est clair. Il s'apaise, il s'endort, et puis on peut être tenté en fait, du coup, d'oublier de mettre le bébé au sein, d'être moins attentif aux signes d'éveil puisqu'il est apaisé, et du coup de moins bien stimuler la lactation puisqu'on va venir moins mettre le bébé au sein, et du coup de faire baisser la demande, du coup faire baisser l'offre, et du coup de faire foirer son allaitement. C'est pour ça qu'on a tendance à dire attention à la sucette, mais il ne faut pas la diaboliser. Comment on peut faire finalement pour donner la sucette tout en faisant attention ? C'est quoi, Cassandre, les signes auxquels il faut être attentif si on choisit de donner une sucette ? Oui, bien sûr, il faut rester vigilant sur l'utilisation de la tétine. Donc si on utilise cette tétine de manière raisonnée, on suit de près les signaux d'alarme comme la stagnation dans la prise de poids, des couches moins mouillées, des engorgements au niveau mammaire chez la maman. Là, il faut s'inquiéter et il faut consulter et limiter surtout l'utilisation de la tétine. Voilà, on peut toujours revenir en arrière en fait en enlevant la tétine, en refaisant du pot à pot, en remettant le bébé au sein. Après, c'est un truc qui est hyper ancré, cette idée de la sucette, c'est que moi typiquement j'en ai pas donné à mes enfants parce que j'avais peur. Donc au final, j'ai pu répondre à leurs besoins, mais en vrai ils tétaient beaucoup, ça me dérangeait pas, et voilà, il y a des fois où la nuit j'aurais peut-être aimé donner une sucette.
J'ai une copine qui a accouché il y a moins de 6 mois, qui est médecin, et qui m'a écrit un message, mais en paniqué, alors qu'elle a allaité des jumeaux avant, je sais plus, je crois que ça faisait moins d'une semaine qu'elle avait accouché, en mode Hélène, rassure-moi, dis-moi que je suis pas nulle, j'ai donné une sucette à ma fille. Et pourtant elle sait, mais il y a toujours un truc on a tellement lu des trucs genre faut pas le faire, que comme d'hab on se retrouve en daronnier avec cette culpabilité énorme. Aussi pour déculpabiliser les parents, les jeunes parents, sur la liste de maternité, dans certaines maternités ils disent d'amener une tétine. Oui. Donc vraiment quand on sait pas, on fait ce qu'on peut et ce qu'on entend. Donc il y a vraiment pas de culpabilité à vouloir donner une tétine. Moi mes enfants ils en ont jamais voulu, alors que les nounous elles leur en mettent dans la bouche. À chaque fois je vois des photos qu'elles m'envoient où Simone a une tétine mais elle la recrache au bout de 2 minutes, mais vraiment c'est au cas par cas, encore une fois, comme tout en parentalité. Il y a un autre truc aussi, c'est que là on diabolise la sucette, mais un enfant qui a un gros besoin de succion, il va prendre son pouce en fait. Oui, aussi ça. Et puis toi t'as pas forcément envie d'être une tutute géante, donc c'est toi aussi comment tu veux vivre ton allaitement, et c'est ok en fait la sucette. Après oui voilà, les signaux d'alerte, là on reste vigilant, mais quand ça va tant mieux. C'est aussi ça, j'ai des potes qui pour pas donner de sucette on donnait leur petit doigt, sauf qu'au bout de 2 heures voilà. Oui, au début on met son petit doigt, c'est trop mignon, en fait, il nous tète, mais en fait du coup la dépendance elle vient à dire que ton aîné c'est sur ton doigt, donc c'est pareil, c'est ton corps. mais voilà, donc que disent les études sur l'usage de la sucette? C'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'études montrant une association statistiquement négative entre allaitement et usage de la sucette, mais aussi on retrouve des études montrant que chez une maman n'ayant pas de soucis d'allaitement avec une lactation bien établie, qui roule, proposer une sucette ne modifie pas la durée de l'allaitement. Il y a aussi une étude australienne qui montre une relation entre l'âge d'introduction de la tétine et la durée de l'allaitement. On aura un allaitement plus long si la sucette est donnée après le 1er mois de vie. C'est ce qu'on disait. On remarque quand même qu'il y a une possibilité de confusion sein-tétine avant 3 semaines. C'est pour ça qu'on dit éviter. Enfin, c'est ce qui se disait avant. Maintenant, c'est bon. Mais c'est vrai que... Ouais, ça revient à ce qu'on disait au début. En fait, forcément, si elle est introduite tôt et qu'on n'a pas une lactation bien lancée, qu'on n'est pas encore très alerte sur les signes d'éveil, qu'on est fatigué, enfin tout ce qui inclut le postpartum précoce, on va dire, oui, ça risque de faire foirer l'allaitement, mais en fait, c'est qu'un facteur en fait dans une multitude d'autres facteurs. Encore une fois, si on donne la sucette en conscience, eh bien, ça n'est pas un problème. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans l'étude dont tu parlais, qui montrait que sur une lactation bien établie, avec une mère qui n'a pas de problème avec son allaitement, ça ne change rien. Après, évidemment, si elle est donnée dès le premier jour sans expliquer à la mère qu'il faut allaiter au signe d'éveil, qu'il faut être attentif au sommeil, à ses couches, et tout ça, oui, la sucette, elle va être donnée tout le temps pour calmer le bébé, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est simple, hein. Et du coup, on booste pas la lactation en ne faisant pas de peau à peau, en mettant pas le bébé au sein. Voilà. En fait, c'est que de la logique, ça découle encore de la physiologie de l'allaitement. Mais en fait, en expliquant aux gens et en ne prenant pas les mamans pour des bébêtes, ça se passe bien. Quand on sait où on peut, en fait, voilà, c'est ça. On en revient. Et du coup, on remarque aussi, en ayant fait ce sujet de podcast, qu'il y a de nombreuses études. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de nombreuses études, Hélène? Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a des études qui sont contradictoires. On retrouve de tout. On sait, c'est un peu ça avec la mode de l'evidence-based practice, de dire, oui, il y a telle étude qui montre qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut, on peut toujours trouver une étude qui va dans un sens. Donc, quand on a plein d'études sortir les choses de son contexte aussi. Donc, quand tout va dans tous les sens, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande à Cochrane. Qui est Cochrane? C'est qui, ça? Je crois qu'on dit pas pareil, tu dis Cochrane. Moi, je dis Cochrane. Je crois qu'on dit Cochrane, en fait. C'est la honte. Alors, c'est quoi Cochrane? C'est une organisation internationale, indépendante et à but non lucratif, donc pas de billets, pas de pub, etc. Sa mission est de favoriser la prise de décision de santé éclairée par les données probantes, grâce à des revues systématiques pertinentes, accessibles et de bonne qualité, et à d'autres synthèses de données de recherche. Bon, en gros, c'est des gens plutôt compétents dans la lecture d'études qui vont venir synthétiser, donc faire le résumé des différents résultats obtenus dans toutes ces études et venir apporter leurs conclusions dans la revue, donc la revue Cochrane. Et quand la Cochrane écrit quelque chose, on peut lui faire confiance. Donc tout ça pour dire qu'en 2012, la Cochrane a pris toutes les études autour de la sucette et de l'allaitement et ils ont publié l'effet de l'usage de la sucette sur la durée de l'allaitement chez les nourrissons nés à terme. Ça, c'est le titre. Donc c'est une analyse, ils ont pris 2 essais, ça portait sur 1302 nourrissons. Bon, en gros, grosse cohorte, c'est plutôt
bon signe en général pour valider les conclusions. Sur des nourrissons, alors attention c'est important, nés à terme et en bonne santé, c'est important aussi. Et donc ce relevé d'analyse, ça conclut que l'usage de la sucette sur ces nourrissons, ça n'avait pas d'effet significatif sur la proportion de nourrissons allaités exclusivement ou partiellement jusqu'à 4 mois. Parce qu'évidemment on ne peut pas étudier jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans, enfin voilà, là on prend une période donnée, un nombre de nourrissons donné, sur une population de nourrissons donnés qui étaient des nourrissons nés à terme. Donc, avec tout ça, on peut défendre, encore une fois, comme on l'a dit, un usage raisonné et nuancé. Important la nuance de la sucette. Toujours. Voilà, si votre nourrisson n'a pas un gros besoin de succion, eh bien, tant mieux. Si vous n'avez pas besoin de ce relais, tant mieux. On n'a pas besoin de tétine et on oublie. Si votre nourrisson, c'est un vampire, que vous avez 7 enfants et qu'il faut s'occuper des 6 premiers, ou même 2, des fois c'est dur, ou autre chose en fait, tout simplement, ou si vous avez juste besoin, si la relation est compliquée pour vous d'avoir tout le temps un bébé au sein et que vous avez besoin de ce relais, eh bien pas de problème à proposer cette sucette en connaissance de cause. Et on reste attentif aux signes. Si bébé devient un peu hypotonique, il ne réclame plus qu'il dort beaucoup. Pas demandeur, voilà. Hypovigilant, qui suit plus sa courbe de poids et de taille, qui mouille moins ses couches, eh ben, on lui reprend la tétine et on lui donne le sein. Mais au-delà de cet usage raisonné, il est bon de dire que dans certains cas particuliers, l'usage de la tétine peut être encouragé. Par exemple, dans la situation où la mère et le bébé sont amenés à être séparés, dans la prématurité, dans les problèmes de santé chez la maman ou chez le bébé, le besoin de succion du bébé pourrait être comblé par la sucette. Il faut savoir aussi que la succion, ça a un rôle antidouleur. La sucette sera d'autant plus importante lorsque les soins peu agréables seront à faire sur le bébé. Des prises de sang, des prélèvements, des pansements. Et bien là, on lui donne une tétine pour qu'il tète. Et maintenant qu'on a dit que c'était pas si grave de proposer une sucette, la question qui revient, c'est quel type de sucette on propose ? Oui, alors... En effet, il y en a des super sympas, super stylées, mais super rondes et qui peuvent déformer le palais. Bon, alors pas de panique, hein, si tu donnes ces tétines, bon, on peut citer la marque, on n'a pas de... Après, on n'est pas payé. Ouais. Le précurseur sur le marché, c'est Bibs, mais en vrai, maintenant, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Donc, les Bibs trop stylées, trop mignonnes, en Liberty, même en léopard, tout ça. En fait, elles sont très jolies, mais elles sont beaucoup trop rondes et pas du tout adaptées au palais du bébé. Et donc, on se retrouve avec des déformations possibles, mais qui peuvent revenir à la normale, on le reverra après. Mais donc, on choisit sa tétine la plus petite possible, adaptée à l'âge de son bébé. Il y en a en caoutchouc naturel aussi, c'est encore plus sympa. Et aussi la plus physiologique possible, qui répond de manière anatomique, qui prend la forme en fait de la bouche du bébé. Sachant que dans tous les cas, il y a un risque de déformation, même avec une sucette toute fine. Donc ça, on va en reparler avec une dentiste qui va nous expliquer tout ça. Donc, bonjour Marine, vas-y, présente-toi. Alors, bonjour Cassandre. Donc oui, je suis dentiste au Touquet installée depuis maintenant 4 ans. D'accord, et tu vois beaucoup d'enfants ? Alors au Touquet, on a une population un peu plus âgée, mais on a une petite patientèle d'enfants en général le mercredi après-midi. On en voit 4-5 par après-midi. D'accord, est-ce que tu vois des enfants qui ont les dents déformées avec les tétines ? Alors on ne parle pas de dents déformées, on parle surtout de problèmes de osseuse à cause de cette fonction de succion avec la tétine ou un doigt, par exemple. Ouais. Les dents ne sont pas déformées, mais par contre, il peut y avoir ce qu'on appelle une béance qui se crée en antérieur, qui fait que la croissance antérieure du maxillaire ne se fait pas. Et en fait, il va y avoir un trou qui va prendre la forme soit de la tétine, soit du pouce que l'enfant suce quotidiennement. Et donc, en parlant de tétines, est-ce que... déjà, toi, t'en penses quoi des tétines ? Alors, il n'y a pas de... C'est normal que l'enfant ait envie, de succion. ait envie d'avoir ce phénomène de succion, on va dire, dans les premiers mois, premières années de sa vie. Après, il n'y a pas de mauvaise tétine ou de mauvaise habitude. L'important, c'est qu'à un moment donné, l'enfant, vers 5, 6, 7 ans, il faut qu'il ait vraiment stoppé cette habitude. Il faut savoir que le pic de croissance qu'on appelle orthopédique chez l'enfant est vers 7-8 ans, max. Donc, ça concerne aussi la mâchoire et les dents. Ouais.
Alors, voilà, ça concerne effectivement toute la sphère orale, osseuse. Et l'enfant, faut qu'il ait arrêté cette habitude-là avant cet âge-là, à peu près. Et dans ce cas-là, tout se remettra normalement tout seul en place, quoi. Il y a pas de gravité avant cet âge-là, on va dire. D'accord. Il faut quand même, avant 6 ans, limiter la succion par pouce ou tétine pour éviter qu'il y ait ce pic de croissance avec tétine, quoi. Exactement. Il faut que, de toute façon, il faut que l'enfant voit son dentiste, enfin, commence à avoir un dentiste vers 3-4 ans pour commencer à l'habituer à l'environnement du cabinet. Ouais. Et puis pour que le dentiste ait quand même un visuel un peu sur ce qui se passe d'année en année. En général, une première consultation chez l'orthodontiste est conseillée vers 6-7 ans, ce qui permet d'anticiper justement s'il y a un problème de croissance osseuse à ce niveau-là. D'accord. Et donc, les tétines, pour toi, il y en a des mieux, des moins bien. Par exemple, il y a différentes tailles, différentes formes. Donc, la plus physiologique et la plus anatomique sont vraiment importantes. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien d'important. L'important, c'est que l'enfant arrête d'avoir ce phénomène de succion à l'entrée du CP ou CE1, en fait. D'accord. Et ça peut redevenir à la normale sans correctif? Oui, normalement, ça redevient normal sans... la nature fait bien les choses et tout va bien se mettre en place. Après, il y a des enfants qui n'arrivent pas à arrêter ça. Il existe des dispositifs que l'orthodontiste peut mettre en place dans son cabinet pour que l'enfant stoppe les phénomènes de succion comme ça. Ouais, moi, ma cousine, elle avait des grilles greffées dans son palais. Oui, ça s'appelle une grille anti-pouce. Ouais, c'est violent quand même, mais ok. Et pour la tétine, on fait ça aussi? En fait, ça empêche les deux. Hein. D'accord. Donc, voilà. Ok, bon. Si vous voulez pas que votre enfant ait une grille anti-pouce tétine, il faut quand même essayer le sevrage. L'idéal, c'est avant 4 ans quand même. Nous, on préconise avant 4 ans le sevrage. Et avant l'entrée à l'école, c'est quand même plus hygiénique et plus confortable même pour l'enfant et pour le développement de son langage aussi. Aussi de ton côté, vous dites ça, je comprends bien évidemment, mais en fait, au niveau, en tout cas, structurel, osseuse, sphère buccale, on va dire que les derniers délais, entrée CP, CE1, quoi, hein, vraiment. Ok, d'accord. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de nos questions. Toi, si tu as envie de rajouter quelque chose au niveau des tétines, tout ça. Pas particulièrement au niveau des tétines, mais bon, au-delà du problème de tétine, il y a parfois un problème de développement des maxillaires parce que l'enfant a du mal à respirer ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important qu'à cet âge-là, il y ait déjà un premier abord, une première consultation chez le dentiste, puis par la suite chez l'orthodontiste pour anticiper, intercepter ces problèmes de croissance osseuse, en fait. D'accord, très bien. Eh ben, merci Marine. De rien. Voilà, pas de panique, on prend la plus physiologique possible, on essaye de sevrer avant 4 ans, idéalement avant l'entrée à l'école, on le réserve pour les temps calmes, le dodo la nuit, voilà. Oui, petit à petit, en fait, il faut apprendre à l'enfant à s'en passer. Alors, je dis ça comme si c'était extrêmement facile, vous parlez à quelqu'un qui a sucé son pot jusqu'à 10 ans, mais qui a commencé à 3 ans. Ah oui. Voilà. Quand elle a été sevrée après, du sein. c'est vrai que nous, c'est facile de l'extérieur, je pense, parce qu'on n'a pas d'enfant avec tétine, mais je pense que c'est méga difficile de sevrer. Après, maintenant, il faut... des bébés. Voilà, du sein, des seins. Oui, c'est vrai que c'est autre chose, mais... Et après, il existe aussi les boîtes Stop Tétine, tout ça, mais là, on n'est pas sur le sevrage de la tétine dans cet épisode, mais il y a des trucs qui sont assez sympas maintenant. Il y a des outils pour aider. Après, c'est encore une étape. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas parlé. Là, l'épisode est orienté autour de la sucette. On peut parler aussi de confusion sein-biberon, ça revient également sur les réseaux. Moi, c'est un truc que j'avais beaucoup lu à mon premier allaitement, que ça pouvait être au premier comme au millième biberon. Si on proposait un biberon, le risque était que l'enfant ne veuille plus jamais le sein. Ouh là là. Ouais, alors un peu catastrophique comme ambiance. Ça a fait que j'ai acheté des tétines très très chères, mais Della spéciales parce que c'était spécial ça et tout, machin. Bref, pas grave. 11 € la tétine. 16 à Paris. Et encore. Donc, encore une fois, un peu de nuance là-dessus.
Hélène, elle parle de tétine qui mime un peu. Le bébé doit... Enfin, de tétine de biberon. Là, donc, le bébé doit vraiment fournir un effort de succion important, comme sur le sein, en fait, pour pouvoir prendre le lait dans le biberon. Et le pitch de ces tétines était que ça limitait la confusion sein-biberon. Depuis un peu de recul et un peu de lecture aussi, je vais reprendre les propos d'une orthophoniste, c'est Daroni Food Club, que vous suivez sûrement sur Instagram. Le bébé est un expert sensoriel. Un bébé ne confond pas un sein et un biberon. Ils sont pas complètement cons. C'est pas du tout la même chose un sein et un biberon. Après, en effet, quand on donne un biberon, il peut y avoir une facilité pour le bébé, l'écoulement du lait est plus facile. Donc un bébé qui aurait un problème de succion, une succion défaillante, un bébé qui serait un peu hypotonique ou vraiment un problème dans la bouche, pourrait, préférer le biberon dans le sens pour se nourrir, mais un bébé ne préférera jamais un biberon au sein en le sens câlin, en le sens chaleur humaine, voilà. Donc cette confusion n'existe pas chez un bébé qui n'a pas de problème en fait. Alors pour limiter quand même ça, puisqu'on ne peut pas savoir si un bébé a une succion défaillante, parce que des fois en fait la lactation de la mère compense une succion défaillante, on s'en rend pas compte. Pour limiter ça, on conseille de ne pas introduire de biberon avant 3 semaines, ça c'est des conseils, après encore une fois on fait comme on peut et en connaissance de cause, donc on attend en fait que la lactation soit bien établie pour proposer l'outil biberon. Si on est amené à le faire avant, et même de toute façon si on le fait, l'idée quand on propose un biberon à un bébé allaité, c'est de le donner en fait le biberon à l'horizontale en fait, pour que le lait ne remplisse pas totalement la tétine. C'est très radiophonique tout ça, et que le bébé doit fournir ce fameux effort pour téter, que ce ne soit pas trop facile pour lui, pour pas qu'il ait ce risque qu'il se trouve nourri plus facilement, et voilà. Mais encore une fois, la succion est différente, la texture est différente, il y a beaucoup de choses différentes, vous le verrez même visuellement entre un sein et un biberon, même si beaucoup de marques essaient de me présenter le truc en général. Mais regardez, c'est comme le sein avec ce silicone. Quand c'est présenté par Gérard, le commercial, c'est vraiment incroyable. Tout ça pour dire encore une fois que cette confusion sein-biberon est à prendre avec du recul, avec des pincettes et de la connaissance de cause et de la nuance, encore une fois. Soyons détendus, si vous devez donner un biberon parce que plein de raisons possibles, on se détend un petit peu et c'est pas un biberon qui va gâcher votre allaitement, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Aucune nuance dans ma phrase. C'est vrai. Bon, voilà, vous l'aurez compris, dans la parentalité, qu'on parle de tutute, de totote, de tétine, de sucette, de tétine de biberon, on fait ce qu'on peut. Et vraiment pas de panique. De la pondération, les gars, de la pondération. Voilà. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.